Bonsoir à tous. Moi, je suis Annie Parmentier, directrice adjointe des archives départementales. Et c'est à moi qu'il revient le plaisir de vous accueillir pour démarrer la soirée d'aujourd'hui. Alors ici, vous êtes à Pierre-Vive. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bâtiment qui a maintenant 10 ans, presque 10 ans, et qui accueille les services de la culture du département, la médiathèque départementale et surtout les archives départementales. Alors, il se trouve que nous sommes le dernier jour de la Semaine internationale des archives, qui est une semaine pendant laquelle tous les organismes de conservation essaient de démystifier les archives, on va dire, de les valoriser et de montrer comment elles sont importantes pour la démocratie, pour la transparence, pour le patrimoine et pour la mémoire. Alors, nous, ici, aux archives départementales de l'Hérault, nous conservons plus de 37 km linéaires de documents, de 804 à nos jours. Alors on pense bien sûr aux parchemins, aux anciens registres, à des papiers, et on ne pense pas du tout aux archives audiovisuelles, et pourtant nous avons la chance de conserver ici des fonds très importants. Alors ils sont tellement importants qu'on a un peu du mal à les classer, à suivre. Mais à mesure qu'on les découvre, on trouve des pépites. Et il se trouve que ce soir, on va vous montrer une des pépites qu'on a trouvées et qui est le travail de monsieur Coutsi. Alors, je ne vais pas être plus longue, je vais passer la parole à mes collègues. Je remercie naturellement monsieur Coutsi pour sa présence. Et puis, par avance aussi, Pauline et Mathilde, qui sont les deux petites abeilles qui ont préparé cette soirée. Merci Annie. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Mathilde Biagioli. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir dans le cadre de mes missions de valorisation des archives audiovisuelles. J'ai la chance de vous proposer cette soirée de projection-rencontre avec Paul Coutsi, un pionnier de l'infographie dans notre département. Paul Coutsi est graphiste, illustrateur, auteur et réalisateur de films d'animation et de jeux vidéo. Tout au long de la projection, il sera en conversation avec Pauline Agapé, étudiante en master études culturelles à Montpellier et en contrat de service civique chez nous. Elle connaît très bien le travail de Paul Coutsi puisqu'elle a créé sa page Wikipédia, bientôt en ligne. En effet, les archives ont un partenariat avec Wikipédia pour porter à la connaissance du grand public la richesse de notre patrimoine. Alors, quel est le lien entre Paul Coutsi et les archives ? C'est simple. Paul Coutsi est entré au Val en 1983 et il a participé à la réalisation de nombreux films pour cette association. Vous en verrez certains ce soir. Alors, le Val, Vidéo Animation Languedoc, c'est une association créée par le département en 1979 et en activité jusqu'en 2000, qui avait pour but la promotion des actions du département par l'outil audiovisuel. Le Val, c'était aussi une formidable pépinière artistique qui a permis l'essor de l'infographie et de l'art vidéo au tout début des années 80. Le Val, c'est 12 000 cassettes vidéo conservées aux archives, dont 2000 masters sont numérisés, et on ne cesse de les redécouvrir. Le programme de ce soir. Alors, nous avons sélectionné avec Paul 9 films auxquels il a participé ou entièrement réalisés entre 1983 et 1992. Nous allons remonter le temps de la 2D à la modélisation 3D en passant par des techniques mixtes et très novatrices pour l'époque. Pauline et moi présenterons brièvement chaque film. Ils seront projetés, puis Pauline posera des questions à Paul pour en savoir plus. Vous êtes invités à répondre, à poser des questions et à intervenir. Voilà, n'hésitez pas, moi je vous passerai le micro à ce moment-là. Voilà, je laisse la parole à Pauline. Donc, je vais vous présenter Paul Coutsi. Donc, Paul est né à Paris en 1953 et a vécu en Égypte jusqu'à l'âge de 3 ans avant de revenir à Paris pour sa scolarité. Il fera ensuite des études de sociologie à Lille entre 70 et 73 et il revient ensuite à la capitale exercer le métier de journaliste-rédacteur où il est correspondant parisien pour les quotidiens communistes de province. En 78,
Paul quitte le militantisme et le journalisme pour se lancer dans la réalisation de films d'animation. Et à partir de 1983, il vient vivre à Montpellier où il dirige et anime l'atelier Nouvelles Images du Vidéo Animation Languedoc, jusqu'en 1986 où il collabore en tant qu'infographiste et réalisateur pour de nombreux contenus audiovisuels. Il collabore ensuite avec plusieurs sociétés de production européennes et certains de ses courts-métrages d'animation connaissent un succès international et sont multiprimés. Il est notamment nominé au César pour son film d'animation Stylo en 1989. Alors, avant de passer à la projection, quelques mots sur le premier film que nous allons vous montrer, c'est Tintin à Montpellier. Alors, la conception de Tintin à Montpellier débute à l'automne 1983. Sa réalisation dure 5 mois. Et ils sont représentés des vues de la ville de Montpellier sous un jour onirique. Le film est muet, mais s'accompagne du chant des cigales et du chant des cigales transformé sur bande magnétique, de musique de Brian Eno et d'un texte écrit donc de ta main, Paul. Et le film mélange du graphisme sur celluloïd, de l'encre, de la gouache et des images animées en vidéo à partir d'une mini palette graphique qui est le Graph 8.
Donc, Paul, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à représenter les rues de Montpellier dans ce film seulement quelques mois après ton installation définitive? En fait, ça s'est passé à l'envers. C'est-à-dire que je passais à Montpellier à cause d'un ami vidéaste qui venait chez moi à l'époque, à Paris, et il m'avait invité au Domaine d'eau où il y avait les petits studios du Val qui étaient installés là. J'ai découvert cet endroit. Il y avait un petit studio vidéo, c'était l'été, il y avait pratiquement personne qui travaillait, il y avait une petite palette graphique. Et en même temps, je me suis dit, tiens, je sais pas, je me promène dans la vie, j'avais eu envie de faire les aventures de Tintin à Montpellier. Et à l'époque, bon, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu délirant, mais il y avait une espèce d'ambiance un peu onirique dans la ville, en tout cas pour moi. Je venais de travailler sur des choses très compliquées à Paris. On avait modélisé l'actrice Anémone en 3D. J'avais fait un film d'animation traditionnel, effectivement animé, des images par image et tout, avec des cellules et tout. Et là, je découvrais cet outil qui était tout simple. Et donc, je suis parti dans quelque chose. Je ne pensais pas même que ça allait faire un film comme ça. C'est quelque chose de très, très spontané. C'est-à-dire, et le directeur du Val m'a dit, bah, écoute, reste à travailler. J'ai dit pas plus de 2 mois parce que je ne vais pas rester à Montpellier. La province, ça ne m'intéresse pas. Et donc, puis je pensais que j'avais un travail qui devait démarrer à Paris. Et puis au bout de 2 mois, je n'avais pas fini Tintin à Montpellier. Puis là, elle m'a fait quand même signer un petit contrat pour que je travaille un peu plus que Tintin à Montpellier. Et puis au bout de 2 mois encore, j'ai repris 2 mois, mais j'avais l'intention toujours de revenir à Paris. Et puis finalement, de fil en aiguille, je suis resté à Montpellier. Et en fait, c'est à cause de ce film que je suis resté à Montpellier. Et on trouve dans Tintin à Montpellier des références à Hergé ou à Spider-Man. Pourquoi ce recours à la bande dessinée? Je pense que je baignais un peu là-dedans, tout simplement. Tintin, bah oui, j'aimais beaucoup Tintin. Et puis, je crois que j'étais tombé aux puces sur une BD de Spider-Man qui m'avait bien amusé. C'est pour ça que j'ai mis Louis XIV en Spider-Man sur le Pérou, quoi. C'était une époque très libre. Hein. C'était un film très, très libre. Et avec très peu de moyens au niveau technique. C'est quelque chose c'est pas de la grande animation, mais c'était un peu selon l'inspiration du moment. des textes écrits graphiquement donc de ta main. Est-ce que c'est un choix ou une contrainte technologique? En fait, le graphuite donc, que je découvre là-bas est une petite boîte qui permet à la fois de faire 8 couleurs, dont le noir et le blanc. On dessine directement sur l'écran. Il n'y a même pas d'ordinateur à l'époque, donc on enregistre en vidéo au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est relativement sommaire au niveau des mouvements. Et puis il y a des textes, mais ils sont vraiment pas beaux, les caractères sont pas beaux, ça brille et tout. Donc j'ai décidé de les écrire à la main, d'autant que ça se présentait comme il y avait un petit clavier, puis à côté il y avait un stylo qui était lié avec un fil, avec une tablette, et on écrivait ou on dessinait directement. Donc j'ai écrit à la main. Tu disais aussi que ça ressemblait à un petit Minitel, quoi, en fait. Donc le graphuite, oui, ça ressemblait à quoi? C'était un des ancêtres du Minitel à l'origine. Alors, notre second film est un échantillon d'images vidéo réalisé au Val avec la palette graphuite, justement, aussi. Le but de ce type de réalisation, c'était de promouvoir les possibilités techniques du Val auprès des commanditaires. Donc, vous allez voir un petit échantillon très court, 2 minutes.
Alors, Paul, du coup, comment est-ce que tu as eu tout le matériel à disposition? En fait, j'étais dans un lieu où il y avait un matériel, tout simplement. Il y avait un petit studio. Là, ce qui est extraordinaire, c'est de voir ça presque 40 ans après. Hein. On est avec un outil qu'on trouvait absolument merveilleux dans la mesure où on pouvait écrire sur un écran vidéo. Maintenant, on voit tout le chemin qui a été parcouru et on va voir dans les films qui vont suivre comment la technique va pouvoir évoluer. C'est tout simplement que je débarque là et on me propose, il y a ce petit graphuite et on me propose de faire des... L'atout de cet outil à l'époque, c'était enfin de pouvoir mettre des images dessinées dans des films vidéo de façon très, très rapide. Avant, on était obligé de les filmer, de les réaliser de les dessiner, et tout, de les incruster. Là, on a une forme de liberté. Je l'ai découvert en 83 en passant au Val, l'été 83, tout simplement. À Paris, j'avais accès à des outils beaucoup plus compliqués, et qui étaient aussi en plein développement, notamment en 3D déjà. Mais pas que, je travaillais aussi dans le cinéma traditionnel, cinéma d'animation traditionnel. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment c'était le studio Duval au Château d'Eau. Enfin, voilà, si tu peux nous décrire un petit peu pour l'ambiance. Ceux qui connaissent le domaine d'eau, c'était pas dans le château même. Il y a une maison qui est à côté. Là, quand on voit le château, c'est sur la droite. Et puis il y a un studio un peu plus loin. Au premier étage, il y avait l'office d'action culturelle de l'Hérault. Et au rez-de-chaussée, dans mon souvenir, il devait y avoir 3-4 pièces, en fait, pas plus, dont 2 qui étaient dédiées à l'infographie, au dérochage et à la régie vidéo. Voilà. C'était à peu près tout. Puis il y avait un studio qui était en face, un petit plateau. On pouvait faire des tournages dans une pièce fermée avec des outils de lumière et tout. Donc c'est quelque chose de très très simple. En même temps, on est dans les oliviers, dans les grands pins. Il y avait encore les jardins potagers du président du département à l'époque. Tout l'espace, quand on était fatigué, on travaillait beaucoup, on allait se promener dans le parc. Il n'y avait pas encore tous les aménagements d'aujourd'hui avec les amphithéâtres et tout ça qu'il y a maintenant. Merci. Alors, le film suivant... Ah oui, peut-être juste une remarque. Pour les questions, il faut demander le micro, parce que sinon, à l'enregistrement, ça ne passe pas. Est-ce qu'il y a des questions sur l'extrait ? Non. Alors, le film suivant est un extrait du film réalisé par Gerardo Armesto, Un velo de 3 dimensiones, un voile en 3 dimensions. Alors, Gerardo Armesto vient au Val spécialement pour réaliser ses propres films d'animation. Il est artiste plasticien, professeur d'art plastique et sculpteur en Espagne. À ce moment, Paul, tu es responsable de l'infographie au Val et assistant réalisateur pour Gerardo. Il crée de vrais objets en volume qu'il fait jouer avec la lumière et il réalise 2 films qui sont 2 voyages graphiques à la fois théoriques et poétiques. Donc Costume pour un cube 2 et Un voile en 3 dimensions, primé au Festival d'art de Madrid en 1988. Alors, je vais le commenter un peu parce que c'est juste des extraits. Sin luz, los ojos no pueden apreciar ninguna forma, ningún color, ningún espacio o movimiento. Alors, pour Gerardo, l'outil vidéo, c'est vraiment une façon de montrer comment il travaille et comment il joue avec à la fois la lumière, des formes géométriques simplissimes, très très simples, des dégradés de couleurs et des lignes. Donc là par exemple, il va montrer tout simplement une technique de peinture à la détrempe. Son propos, au départ, c'est de faire vivre l'illusion. Et il va par exemple tout simplement jouer avec le cube, le plein, le vide. Et en même temps, donc c'est un cube qui devient un trièdre.
Et ce cube sur lequel, qui est quelque chose d'un peu obsessionnel dans son travail, parce qu'en fait, une vélo de 13 dimensions, c'est un voile de 3 dimensions, et il reprend dans ce film des considérations qu'il a sur un cube costumé. Là, on voit comment il va appliquer tout simplement des dégradés de couleurs sur un cube, donc complètement le transformer en escalier ou faire des formes. Il va projeter ici un carré sur un cube, et puis avec le jeu de la perspective, avec son imagination, il va un peu entrouvrir une fenêtre sur comment il travaille en vrai, parce que si on va à Vitoria, par exemple, qui est la ville où il vit, on peut voir des sculptures monumentales, il a aussi des choses dans un musée. Donc c'est une façon d'expliquer, de donner à voir quel est son travail en fait de réalisation. Le film va mélanger en fait plusieurs techniques, puisqu'il y a des objets qui sont pris, qui sont reconstruits sur la palette graphique qui s'appelle le graphe 9 à l'époque, qui a un peu plus de possibilités que le graphe 8, ce qu'on voit ici par exemple, mais également ça renvoie à des vrais objets. C'est-à-dire qu'il nous fait découvrir les possibilités de trompe-l'œil, tout simplement, jeu de lumière, jeu de peinture, jeu de dégradé sur des objets simples. Ce sont juste quelques extraits de ce film. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'a été ton rôle en tant qu'assistant réalisateur auprès de Gerardo Armesto ? En fait, Gerardo est vraiment c'est un vrai plasticien, c'est-à-dire qu'il a des images, il a des obsessions, il a des idées fixes. Et l'idée, c'était de pouvoir, il avait des idées d'images, mais de pouvoir les faire se réaliser avec les moyens qu'on avait au Oval. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe qui pouvait tourner dans un studio, parce qu'il y a des prises de vue réelles. Là, chaque film dure 11 minutes, donc on a juste à peine 2 minutes ici. Et donc on pouvait filmer des objets qu'il avait lui-même fabriqués, et on pouvait aussi les retrouver dans la palette graphique elle-même, jouer sur les 2 niveaux de présentation. Ça permettait de montrer son cheminement, en fait. Il s'agissait de montrer comment il travaillait et ce qu'il voulait faire à travers ses films. Donc moi, j'avais la responsabilité de la réalisation technique. Et est-ce que ça t'a permis d'expérimenter la 3D avant l'heure, si on peut dire ? Non, pas du tout. Il n'y a aucune 3D là-dedans, si ce n'est des vrais objets en 3 dimensions. Il n'y a pas de 3D dans le sens numérique. J'avais expérimenté la 3D auparavant à Paris avec la modélisation de l'actrice Anémone. Donc là, on est en 86. J'avais fait aussi un stage à la recherche images de l'INA avec Daniel Borestein, avec qui j'avais déjà modélisé Anémone en 83, donc 83-85. Mais tout ce qui était outils 3 dimensions, c'était à Paris que je les avais rencontrés. Est-ce qu'il y a des questions ? Peut-être ? Non ? Très bien. Alors, le prochain film, c'est toujours des extraits, cette fois-ci de réalisation avec la palette Graph 9. Là, vous allez voir le rôle pédagogique de l'infographie dans les films institutionnels. On va parler, donc il y a 2 extraits, un sur la station de lagunage de Metz et l'autre sur le démantèlement de l'usine nucléaire de Marcoule. Voilà. Dans le bassin numéro 1. Dans ce bassin, saturé de matières polluantes, des bactéries. Les bactéries sont de 2 types. Les bactéries anaérobies, qui n'ont pas besoin d'air pour vivre. I sing in the rain. I sing in the rain. Elles s'enterrent dans les sédiments. Les bactéries aérobies, qui, elles, doivent respirer. Attention, certaines de ces bactéries sont pathogènes. Elles sont porteuses de maladies.
Mais elles n'apprécient pas le lagunage. Le soleil les extermine. Dans l'eau, il y a de la matière organique en suspension. Les bactéries s'en nourrissent, se multiplient et digèrent peu à peu la matière organique. Cette digestion produit des sels minéraux. Sous l'action du courant, les eaux du premier bassin se déversent dans le second bassin. Là, sous l'action conjuguée du soleil et des sels minéraux, des micro-algues, appelées phytoplancton. Cette ouverture fut pratiquée dans le mur de béton. C'est par elle que purent être acheminées des pièces de la machine, permettant ainsi son montage. Ici, à hauteur, que fut réalisé l'essentiel des opérations de démantèlement des salles. Cependant, dans certains endroits inaccessibles aux outils de l'engin, on dut faire appel à des techniques particulières d'intervention. C'est ainsi que des trous ont été creusés dans les murs de béton pour donner accès aux tuyauteries situées sous les cuves de pelage afin de permettre leur découpe au chalumeau. Les dissolveurs, remplis d'éléments de tuyauterie découpés, sont sortis d'une pièce, transportés par le pont d'exploitation doté de moyens de préhension. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le graphe 9 est plus performant que le graphe 8? Il y a plus de couleurs, il y a plus de possibilités d'animation et c'est lié à un ordinateur. C'est-à-dire qu'avant, le graphe 8 était... Au début, il n'y avait même pas d'ordinateur, c'est directement sur la vidéo. Après, il y a un tout petit ordinateur avec des toutes petites mémoires, c'est des disquettes minuscules. Et là, on a un PC qui peut stocker des images, les restituer, on peut faire du montage. Donc, on peut faire des petites animations encore très simples et tout. On peut s'amuser, très très pédagogique sur le lagunage de Metz. Donc, par exemple, il y a un peu plus de liberté d'action. Et malgré toute l'évolution technologique qu'il y a eu, est-ce que parfois ces outils peuvent te manquer ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a un savoir-faire qui se perd? Là, non, parce que c'était encore des outils très, très sommaires. En tout cas, je ne peux pas dire que je regrette ces outils, non. On est sur une image en plus qui est en basse résolution. Ça a quand même bien évolué de ce côté-là. Des questions? Très bien. Alors maintenant, une pièce maîtresse dans l'œuvre de Paul Coetzee, Les Portraits. Ce sont des films d'animation sur pellicule argentique réalisés sans ordinateur. Alors, en 1986, tu entreprends donc une série de portraits de personnages publics et d'amis proches à la demande de Jean-François Laguilloni, qui est réalisateur de longs métrages d'animation pour la société de production La Fabrique. Et donc, le projet, c'est de réaliser une série télévisée à destination de la chaîne française Canal+. Et donc, Paul commence par les portraits de Isabelle Gosselin et de la danseuse Sophie Gillet. Mais finalement, la série n'est pas montée, mais les deux petits films sont tout de même diffusés 8 fois sur Canal+. Juste, je voulais dire que là, c'est un télécinéma. C'est-à-dire que ce n'est pas le film 35 mm que vous allez voir, hélas. Un jour, on aura une meilleure copie.
Allô? Allô Isabelle? Oui? Dis-moi, tu te souviens, c'est cet après-midi que je devais faire ton portrait. Ah, je suis en train d'écrire. Bah écoute, c'est pas grave. Continue, moi j'arrive. Alors, ce sont tes tout premiers films diffusés à la télévision. Est-ce qu'ils ont eu un impact sur ta carrière pour le futur? Disons que là, je me suis fait vraiment plaisir. J'ai pu retrouver le lien avec le dessin. C'est toute petite production, j'avais carte blanche avec la fabrique. Et je peux travailler aussi avec le dessin. Vraiment, j'ai pu retrouver le dessin et le graphisme. Il y a un travail sur le son et la musique avec Daniel Desailles et surtout Christophe Herral qui nous a fait une très très belle musique que je vois là, que je salue. Et donc, après, bah oui, c'est passé à la télé, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais travaillé dans le sens d'une carrière. C'est-à-dire que quand on pouvait faire des choses, on les faisait. C'était un peu comme ça à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours essayé de faire des choses.
Et des fois, on arrivait à faire des choses avec plus de liberté que d'autres. Et avec plus... Là, il faut quand même dire qu'il n'y a plus d'ordinateur. Et c'est pas mal aussi de se passer de l'ordinateur. Un jour, on aura une belle copie, là, ça sera grâce à un ordinateur, c'est-à-dire comme c'est du 35 mm, on a une très belle résolution. Et là, on est juste sur un télécinéma, c'est-à-dire que c'était filmé avec une vidéo basse résolution de l'époque. Mais ça a eu, pour moi, c'était une bouffée de liberté. Et qu'est-ce que tu gardes de ta collaboration avec la Fabrique ? À la fois, bon, un moment, justement, une carte blanche, et puis aussi une tristesse que la série n'ait pu se faire, parce que j'avais l'accord d'Anna Schygulla, qui était une grande actrice, et de Michael Lansdale, pour que je fasse aussi leur portrait. Et on aurait eu 4 pilotes pour essayer d'en faire plus, avec à la fois des gens parfaitement inconnus et des vedettes de cinéma ou d'autres. Voilà, c'était un peu le principe que je voulais vendre là-dessus. Il n'y a pas eu de suite. Voilà, c'était un regret. Là, on va passer à un film entièrement modélisé sur ordinateur, Stylo. Donc Stylo, il a été réalisé en 1987 en collaboration avec Daniel Borenstein. Donc c'est un film en 3 dimensions, en hommage à Fred Astaire. Et donc il est entièrement en 3D, je l'ai déjà dit, en argentique et primé notamment au Festival de Monte-Carlo 83. 88, pardon. Et il est diffusé à l'échelle mondiale. Alors, donc comment est-ce que tu as conçu l'animation du stylo ? En fait, c'était une idée le stylo était une idée de Daniel Borenstein. Il travaillait à Thomson Digital Image à l'époque, et la femme du patron de TDI, Thomson, était Madame Waterman. Donc il a dit, on va faire un film avec un stylo pour essayer d'attirer l'attention sur ce qu'on sait faire. Donc c'est venu comme ça. Alors l'animation elle-même, donc je savais qu'avec lui on a essayé de pondre une histoire et on a construit un scénario. Et moi mon problème c'était de savoir comment un stylo se comportait, de préférence la nuit, sur une table où il y a un buvard et tout. Et j'avais beau me réveiller la nuit pour observer mes stylos, il se passait strictement rien. Donc j'ai adopté d'autres méthodes. J'ai modélisé un stylo en pâte à modeler d'abord et j'ai fait des photos avec ce stylo. Et puis je l'ai mis sous une lampe que vous pourrez voir. Il y a une petite exposition là-haut que j'ai toujours. La lampe, j'ai toujours. Je l'avais achetée à la foire Rosanne à Montpellier. Et puis là,
imaginé, j'ai dessiné même en dessin animé traditionnel, j'ai fait des premiers tests pour voir comment il réagissait, comment il vivait. Et puis après, bon, les outils se sont mis en place pour pouvoir véritablement l'animer en 3D. C'était un fil en 3 dimensions, articulé et souple à la fois, que j'interpolais. Donc l'animation entre les différentes positions s'enregistrait, se restituait. On le voyait bouger, ce fil. Et à partir de là, ce fil commandait la déformation d'une enveloppe. Cette enveloppe, c'est un maillage qui donnait l'illusion que c'était un stylo, parce qu'on est dans l'illusion pure. C'est des images purement numériques. Donc, tu as pu faire tout ça à partir de quel logiciel ? Alors là, on travaillait sur, à la fois, c'était des outils de TDI, dont Thomson, c'était Explore, mais Daniel, que j'avais rencontré pour la première fois en 79, avec qui j'avais modélisé Anémone en 83, avec qui j'avais fait aussi un stage à l'INA en 85, donc on se revoyait de temps en temps. Là, il a mis en place un petit logiciel qui s'appelait, un gros logiciel plutôt, qui s'appelait Sketch, et qui était ce fil qui s'animait, et que j'animais moi-même, et qui pouvait après commander le calcul des objets virtuels eux-mêmes. Et donc, d'où est venue l'idée de faire un film en hommage à Fred Astaire ? En fait, l'hommage à Fred Astaire, on avait l'idée d'un stylo, et Fred Astaire a décidé de mourir. Donc, on a dit, il va faire un hommage à Fred Astaire, tout simplement. Ça nous a permis de construire un scénario qui a été très, très construit. Je dois dire quand même que pour ce film, on a vraiment travaillé avec des gens de cinéma. C'est-à-dire que j'ai retrouvé des équipes avec qui j'avais travaillé dès 1979 à Paris, notamment les gens d'Excalibur. Et ça a permis à la fois d'innover pour la prise de vue, parce qu'il faut voir que avoir un film 35 mm à l'époque, à partir d'un ordinateur, ce n'était pas évident. Et également, il y a eu tout un travail de découpage, de storyboardage, de réfléchir aux éclairages, aux raccords de cadre et tout. Notre enjeu à nous, parce qu'il y a quand même 40 personnes qui ont travaillé là-dessus, c'était de faire un vrai film de cinéma, même s'il durait que 2 minutes. Mais ce n'était pas une démonstration, il fallait qu'on puisse le voir comme une vraie petite histoire. On va repasser du côté institutionnel. Ah, pardon. Ah. Vous dites 40 personnes, vous dites 2 minutes, et c'est combien de temps de travail ? J'ai l'impression que pour l'époque, ça représentait beaucoup, non ? Ça représentait beaucoup de travail. En fait, on a commencé l'été 87 et il a été terminé. Toute la conception, c'était l'été. Le travail lui-même, je suis venu à Paris, je travaillais à Joinville-le-Pont, en fait, dans les studios de Rocitel. Je crois que ça avait commencé à l'automne. J'ai passé 10 jours d'abord, puis ça ne marchait pas. Le stylo, il avançait comme ça, mais il regardait tout le temps d'un côté ou de l'autre. Il ne voulait pas regarder devant lui. Je suis revenu à Montpellier. Daniel a continué de développer avec toute l'équipe de TDI. Et je suis revenu. Et là, on a travaillé jusqu'à l'hiver, quoi. Donc, oui, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Il y a à la fois les techniciens de TDI au niveau développement, les calculs d'images et les rendus. Il faut voir que pour calculer une image qui devait se faire à l'époque, pour ceux qui connaissent, je ne sais plus si c'était du 1024 ou 1240 pixels, c'était absolument extraordinaire pour l'époque. Et il fallait entre 40 minutes et 2 heures pour une image, pour un rendu d'image. Voilà. Après, il y avait aussi l'équipe de Rocitel. Ils ont mis au point des systèmes pour pouvoir filmer avec une vieille caméra qui datait de 1905, pilotée par des moteurs pas à pas et un ordinateur avec 3 passes. C'était sur un écran plat. Il fallait filmer sur un écran plat et il n'y avait pas d'écran plat en couleur. C'était un écran au niveau de gris. Il fallait afficher 3 gris, le gris du rouge, le gris du vert, le gris du bleu. Et il y avait des filtres étalonnés qui passaient. Tout ça, c'était piloté par un ordinateur. C'était François Vagnon qui avait mis ça en place. Il y avait toute une bande de gens qui ont travaillé. Il y avait aussi un bruiteur et il y avait effectivement le musicien, il y avait une monteuse. Donc c'était une grande équipe. Donc je disais, on va repasser du côté institutionnel avec un très beau film
réalisé pour le ministère de l'Environnement. C'est Manon Desarbres. Il est réalisé par Christophe Vallot, qui nous fait le plaisir d'être ici parmi nous. Alors, en 1989, Paul est assistant réalisateur pour Christophe Vallot sur le court-métrage d'animation Manon Desarbres, avec pour interprète la danseuse Maggie Marin. C'est une commande du ministère de l'Environnement à destination du grand public et plus particulièrement des enfants. Le film promeut la prévention contre les incendies de forêt et incite à réfléchir sur la vie en harmonie avec la nature et les animaux. L'œuvre a été diffusée sur France 3 et elle est réalisée grâce à des développements particuliers sur la palette Graph 9. Furry 2-foot-tall Bucky Badger, free. Your savings will earn the highest legal interest rates, plus qualify you for a free checking account. Fuzzy Furry 2-foot-tall. Tu pleures? Mais je ne ris pas, je pleure.
Christophe Vallot, je vais vous présenter, avant de vous inviter à vous joindre à nous. Ouais. Oui, vous pouvez venir dès maintenant si vous voulez. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, Christophe Vallot débute sa carrière avec le dessin et l'animation. Paul Coetzee et Christophe Vallot se rencontrent pour la première fois en 1979 sur la fabrication du film Le Chaînon manquant de Pichat. En 1980, Christophe Vallot réalise des courts-métrages d'animation projetés à l'opéra. Il découvre l'art lyrique et commence ainsi sa carrière de décorateur pour de nombreux opéras prestigieux. Il collabore avec Petrica Ionesco, Antoine Bourcelier, Robert Fortune, Jacques Duparc. L'animation reste présente dans son parcours puisqu'il y aura Manon Desarbres en 89 et plus connu du grand public, il signera en 98 le générique du film de Francis Weber, Le Dîner de cons. À partir de 2006, autre référence importante, il sera le dernier assistant d'Agnès Varda sur ses installations et expositions. Donc, C'est juste 30 ans que je n'avais pas vu ce film. À l'époque, je fumais, mais ça ne devait pas être que du tabac. D'ailleurs, j'ai une question. Comment vous vous retrouvez à Montpellier, au Val, pour la réalisation de ce film ? Question, je ne sais absolument pas comment je suis arrivé là. Ça faisait 12 ans que je faisais du dessin animé, donc à Paris. Donc c'est sûrement par quelqu'un qui connaissait le producteur. Mais je pense que c'est Francis Nielsen, peut-être que c'est lui. Voilà. Il n'y a pas de lien avec Maggie Marin, avec qui vous avez déjà collaboré Non, sur parce Othello. que je venais de faire mon premier opéra à Nancy avec Maggie Marin, qui faisait aussi son premier opéra, Othello. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. Et tout de suite après, je faisais ça. Donc je lui ai dit de venir. Et l'idée de l'incrustation vidéo, c'est votre idée ou c'était une commande Ah bah non, aussi ? moi les idées, après, toute la technique, c'était Paul. Moi, j'arrivais avec des petits dessins. D'ailleurs, on le voit très bien. Tout est démultiplié. C'est-à-dire que c'est plus simple. On fait un briquet qui roule, et on démultiplie. Donc, une fleur qui s'ouvre, on fait la même à côté. Donc, ça peuple à moindre frais, quoi. Parce que c'était quand même long à faire. Pour toi. J'étais pas tout seul, il y avait une équipe avec moi. Ouais. Et je descendais, je sais pas, tous les 2 mois avec quelques dessins. Parce que l'animation était faite à Paris. J'avais 2 animatrices à Paris. Voilà. Donc le lien entre l'opéra et... J'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui a commencé le premier ? C'est l'animation ou l'opéra ? C'est l'animation, oui. C'est d'abord l'animation. Oui, pendant 12 ans. Et puis un jour, quelqu'un est venu... il voulait un film projeté dans un opéra. C'était Parsifal à Genève, avec Lieberman. Et il fallait faire 9 minutes de film en 3 mois. Donc c'est quasiment impossible. Enfin, c'était possible, je dis oui, et puis sans savoir. Et on a fait du papier découpé, et puis ça a marché. Donc j'ai rencontré ce scénographe, et j'ai travaillé 10 ans après comme assistant, et après j'ai fait mes propres décors. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait notamment Orphée aux Enfers à Montpellier, donc voilà, un peu partout en France. Mais je continuais quand même le dessin animé. Je faisais les 2. Une question ? Et juste un détail plus pour Paul, si j'ai bien compris, c'est tout 2D, donc les briquets, les objets qui ont une allure 3D, c'est dessiné en perspective en 2D. Tout complètement, c'est de la palette graphique, c'est toujours le graphe neuf, mais alors avec des améliorations, on arrive à une certaine maîtrise par rapport aux toutes premières images du Val, on voit l'évolution. Mais je pense aussi, il y a un pas en avant parce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un imaginaire. Et ça fait développer énormément les outils. Ce qui est amusant, c'est de voir qu'il y a un look 3D par moment. Oui, mais c'est du dessin, tout simplement.
bon, en fait, c'est une époque charnière, en tout cas pour moi. Je revois Christophe, j'ai dit, tiens, Christophe, qui passe par là. Et là, on va quand même avoir un... bon, c'est vrai que je sors de la réalisation du stylo, là, qui a fait le tour du monde, mais à Montpellier, là, d'un seul coup, il y a une exigence de réalisation qu'on peut défendre, grâce à l'irruption de la fantaisie et de la folie de Christophe à cette époque-là. Je pense qu'il en a gardé un petit peu. Merci beaucoup, Christophe. L'avant-dernier film que nous projetons, c'est l'histoire d'un petit réveil qui en a marre de prendre des baffes le matin. Alors, en 1990, Paul réalise son 6e film d'animation, Réveil, qui mêle prise de vue réelle et incrustation d'images 3D. Le film est diffusé à l'international sur les chaînes de télévision françaises, autrichiennes, allemandes, anglaises, canadiennes et états-uniennes. Il reçoit le prix Paris Cité et Ars Electronica. Il est produit par Eurocitel et Excalibur, donc société d'effets spéciaux dirigée par Alain Leroy. Et cette fois-ci, il s'agit de mélanger des images de synthèse avec des prises de vue motion control, qui est une première technologique. Et cette réalisation a eu un rôle pionnier dans l'histoire des effets spéciaux et visuels français. Et dire, le réveil et le stylo, ils sont diffusés au Festival d'Annecy cette année, voilà, dans le cadre de 2 soirées de rétrospective. Il y a une programmation des archives du CNC. Et sinon, vous remarquerez quand même que le réveil saute dans le vide à côté d'un livre de la série noire. C'est un film noir. Juste une question, mais du coup, quelle répercussion le film a eu dans ta carrière? En fait, ça continue tout simplement. Je pense qu'à un moment donné, pour moi, toujours la préoccupation, c'est de faire une petite histoire, un petit film. Alors effectivement, il y a une prouesse technique d'équipe. Là, c'est pas moi. Je vais faire l'animation de ça. Ça va être incrusté. C'est du cinéma. C'est du 35 mm. L'incrustation est faite en 35 mm, mais l'objet est complètement en 3 dimensions. Il n'existe pas. C'est-à-dire, on fait jouer le type, taper sur la table, on fait le mouvement de caméra, et après, on retrouve la même chose dans l'ordinateur exactement. Le réveil est parfaitement intégré avec les reflets, l'ombre et tout ça.
Et donc ça, c'est du trucage, des trucages sur Truca, Eurocitel. Et ce sont des techniques argentiques, des techniques visuelles, optiques et argentiques qui vont permettre de donner cette illusion-là. Après, moi, au niveau de... En fait, j'ai fait ce petit film, et puis je vais en faire d'autres par derrière, et puis voilà, quoi. C'est-à-dire que Alors, c'est vrai que c'est peut-être le dernier film expérimental, entre guillemets, parce qu'on n'est plus du tout dans l'expérimental non plus. Là, il y a une maîtrise. Ça reste artisanal parce que c'est une petite équipe. Là, il y avait juste 15-20 personnes qui ont quand même travaillé dessus. C'est un film promotionnel pour Excalibur et pour Eurocitel, c'est-à-dire qu'ils montrent leur savoir-faire. Et puis en même temps, c'est pour faire rire les gens, quoi, tout simplement. Nous allons terminer la projection avec 2 épisodes de dessins animés pour enfants issus de la très belle série Colipito Ripatalo. En 92, tu participes, tu réalises une série en 13 épisodes, donc Colipito Ripatalo. Elle est créée à partir des aventures de Manuel et Didi, d'Erwin Moser, et des aventures d'Aglaé la petite abeille de Paul Allen et Myriam Derue. La série télévisée est produite par la société Mediasis à destination d'un public jeunesse. Et donc c'est toi qui en assure la réalisation, qui s'est faite essentiellement à Montpellier, mais également avec une équipe d'animateurs à Manchester et un poste de montage à France 3 Nancy. Et donc la série a connu un vif succès et a été diffusée dans 58 pays. Et la compositrice Florence Michon avait fait un travail musical remarquable sur l'ensemble de la série qui est rythmé par le son. Colipito ripatalo, 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 ripatalo. Colipito ripatalo. Monsieur Soleil rencontre Madame Lune. Bonjour, bonsoir et à demain soir. Madame Lune et sa lunette magique font danser les nuages, rêver les enfants sages. Colipito ripatalo, 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 ripatalo. Colipito ripatalo. Et à bientôt. Manuel et Didi, le grand champignon. Manuel et Didi regardent la famille souris du lac partir en vacances sur son bateau à voile. Manuel soupire. Quel dommage que nous n'ayons pas de bateau. Eh oui. Les deux amis trouvent un grand champignon. Eh, Manuel, ça ferait une belle ombrelle, non? C'est vrai, Didi. Didi et Manuel se promènent dans les prés qui brillent dans la chaleur de l'été. Ils entendent les cigales qui chantent dans l'herbe et s'ennuient un peu. Dans l'après-midi, un orage bref et violent éclate.
Le champignon fait un excellent parapluie. La nuit, ils s'en servent comme matelas. Et en rêve, Manuel a une magnifique idée. Il voit ce qu'ils vont encore pouvoir faire du champignon. Le lendemain matin, Manuel et Didi fixent une voile à la tige du champignon. Ravis, ils voguent sur la piste des souris du lac. Aglaé la petite abeille au pays des heures. Aglaé l'abeille a un ami. C'est un coucou tout petit. Toute la semaine, il annonce l'heure à l'école. Mais aujourd'hui, il s'envole. Aglaé, remplace-moi quelques jours. J'ai besoin de vacances à mon tour. Aglaé s'installe dans la maison de son compagnon. Elle essaie de trouver le bon ton. Coucou, il est 7 heures du matin. Réveillez-vous, petit bambin. 7h15, il faut être habillé. 7h30, c'est le petit déjeuner. 8h, la cloche sonne vivement. Il faut aller travailler sérieusement. Aglaé se cache dans sa nouvelle maison. Chacun suit les cours avec application. Leçon de calcul à 9h10. 3 plus 3 font... Aglaé trouve cela trop compliqué. Elle préfère s'amuser. Coucou, il est 10h maintenant. Zzz. Aglaé triche. Les enfants sont contents. C'est déjà l'heure de la récréation. Mais j'ai à peine commencé ma leçon. Le maître n'y comprend rien. Les enfants s'amusent bien. Aglaé part faire un tour. Dans 20 minutes, je serai de retour. Tout le monde est fatigué. Heureusement, Aglaé est rentré. Coucou, il est 10h30. Voici maintenant une leçon sur les fleurs et les semis. Toute la classe travaille au jardin. Chacun doit dessiner du romarin. Retour en classe, il est 11h30. Récitez-moi les voyelles. A, E, O, U, et... Thomas ne connaît pas sa leçon. Pour l'aider, Aglaé n'a qu'une solution. Coucou, il est 12h15. Dépêchez-vous, tous au réfectoire. Aglaé part se reposer sur une fleur. Bon appétit les petits, je reviens dans 1 heure. Les grandes personnes n'y comprennent rien. Les enfants font semblant de rien. Coucou, il est 2h15.
Déjà si tard? Vite, prenez une feuille pour la dicter. Cela semble difficile. Aglaé a pitié. Elle se met à chanter. Coucou, 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 coucou. Le professeur est exaspéré. Cette horloge est cassée. Il est impossible de travailler. Fini les leçons. Cours de natation. Aglaé suit les enfants au bassin. Elle apprend à nager avec ses nouveaux petits copains. Regarde, je peux rester sous l'eau. Et moi, je plonge de haut. Aglaé oublie l'heure en jouant. Cette fois, le maître n'en fait pas autant. Il a pris sa montre en argent pour être bien à temps. Il est 4 heures. L'école est finie. Aglaé rentre en chantant. Le petit coucou l'entend. Aglaé, où étais-tu passé? Tu avais promis de me remplacer. C'est ce que j'ai fait toute la journée. Aglaé ne dit pas la vérité. À cause d'elle, toutes les heures ont été mélangées. Après toutes ces avancées technologiques, est-ce que la conception de cette série a été plus facile à réaliser que tes courts-métrages? Là, on est sur une série, donc il faut faire. Chaque épisode doit être rapide à faire et pas trop coûter. Mais en même temps, effectivement, on arrive à une maîtrise des outils. On ne se pose plus des questions qu'on se posait avant. On fait très simple, le plus simple possible, avec le fait de pouvoir garder un rythme. C'est-à-dire tout est construit sur la narration et sur la musique au préalable. Et en fait, les problèmes techniques, il y en a toujours, mais il s'agit de réaliser quelque chose. On n'est plus dans l'expérimental du tout. Et ça reste une série artisanale, parce que c'est pareil, il y a une petite équipe qui y travaille. Et donc, c'est pas facile, parce que pour des raisons de ressources humaines et d'organisation de la production, mais en termes techniques, c'est plus le problème, quoi. Là, on arrive à une certaine maîtrise. Normalement, on t'entend. Vas-y, continue. C'est la fin. Merci. Donc jusqu'à présent, c'est ta dernière série animée diffusée à la télévision. Est-ce qu'on peut dire que tu as arrêté ta carrière de réalisateur ou est-ce que tu as d'autres activités? En fait, je vais basculer. C'est vrai que j'aime travailler de façon artisanale. Et donc, les séries qui vont se monter, ça va être des séries de plus en plus importantes, de plus en plus industrielles, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai peut-être un profil trop expérimental, atypique aussi pour les producteurs, pour qu'ils fassent appel à moi. Donc, on est d'accord pour ne pas travailler tous ensemble. À ce moment-là, la production, à la fois, les petites structures disparaissent, il y a des grosses structures qui vont se monter au niveau européen, et moi, ça m'intéresse moins. Je vais continuer de faire des courts-métrages, je vais aussi travailler dans la publicité, je vais faire des M&M's avec Yannick Noah, des Princes de Luolay. Je vais aussi faire des petits films personnels, mais je vais basculer aussi dans le multimédia parce que je vais faire des jeux vidéo, dans l'écriture, dans le spectacle vivant. Je vais avoir envie de toucher aussi à autre chose et également à l'écriture. Donc c'est effectivement, pour moi, la fin d'une époque. Cette série-là, en fait, c'est la seule série que j'ai faite. Quand on parle de série, il y a plusieurs épisodes et c'est une petite série. Il y a peut-être des questions, je ne sais pas. Il y a des questions? Voilà, donc c'était il y a 30 ans. C'était il y a 30 ans. Il s'est passé encore des choses depuis. En tout cas, moi, je voulais remercier les archives pour avoir permis de ressusciter tout ça, parce que c'était des films qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, en fait. Donc là, ils ont pu ressortir de leur
cassette. Ça correspond d'ailleurs à une époque où il est question aussi pour moi, avec le CNC, de pouvoir numériser des films encore plus anciens pour certains, que j'avais fait avant en 79-82, et également pouvoir numériser les portraits que vous avez vus, que pour l'instant sont encore en basse résolution, qui eux, quand on les projetait au cinéma, il y avait une autre qualité d'image. Voilà. Mais je n'ai pas fini de faire des petits films d'animation. J'en ai encore fait un l'année dernière avec une chanson de mon épouse Sonia Bessa, Flip Flap Papa Lavas, où je mélange de la prise de vue et de l'animation. Et j'ai l'intention d'en faire une autre petite animation autour de ces chansons. Donc c'est quelque chose que j'aime toujours faire, même si je continue de faire aussi des histoires, de l'animation, de l'illustration et de l'écriture. Voilà. Merci. On espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous. Merci Paul. Il y a aussi une petite expo si ça vous intéresse. Tu allais le dire, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, j'allais le dire. Et puis Guy, si tu peux mettre les photos, il y a un petit diaporama justement à ce sujet. Voilà, donc merci Paul d'avoir partagé avec nous tes films, tes archives, tes connaissances. Merci à Pauline et à tous les collègues aussi qui ont participé à ce projet et puis à l'exposition en effet qui est en place à l'atelier. Donc là, vous pouvez aller la visiter. Il y a tous les dessins préparatoires, storyboards, celluloïdes qui ont servi à la fabrication des films. Pas tous, non, quelques-uns. Non, quelques-uns. Oui, c'est vrai. Voilà, donc ça, c'est des petites photos de Paul Coutsi aux archives pour préparer l'exposition avec mes collègues. Je me suis pas reconnu, c'est moi, ça? Oui. Donc, merci à eux aussi. Je ne savais pas qu'on m'avait pris en photo. Et merci à Christophe Vallot. Merci à Christophe Vallot qui est venu spécialement d'Orléans pour partager ce moment avec nous également. En tout cas, moi, encore grand merci aux archives et à toute l'équipe qui m'a accueilli. L'exposition en plus dure jusqu'au 18, hein, c'est ça? Toute la semaine qui vient. Merci Mathilde, merci Pauline.